Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h, voici les titres. Lancement effectif du bus rapide transfert. Le ministre en charge des infrastructures terrestres a donné le top départ ce matin. Il s'est ravi de l'efficacité de ce moyen de transport. Vous suivrez ses propos dans cette édition du soir. Et puis, Tabaski 2024, Ousmane Sonko rassure en fixant des mesures pour la réussite de cette belle fête musulmane. Le Premier ministre a alors demandé une suffisance en moutons comme en denrées de grande consommation. Il souhaite également que l'on veille au respect de la tarification consensuelle. Ces mesures ont été fixées lors d'un conseil interministériel. Vous suivrez les détails dans cette édition. Et puis, le comité Palestine au Sénégal a organisé une rencontre avec la presse à l'occasion du 66e anniversaire de Nakba, une occasion pour ce collectif de revenir sur la situation désolante en Palestine. Vous suivrez un compte rendu dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. Je vous l'annonçais en titre, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Pape El Malick Ndiaye, a procédé mercredi à la mise en service progressive du bus rapide transit BRT, se félicitant de l'efficacité et de la qualité de service qu'offre ce mode de transport durable et écologique. Des propos reçus par Mansour Diassé. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est un projet extrêmement important pour la mobilité urbaine, parce que la mobilité urbaine nous fait perdre pratiquement plus de 900 milliards annuels. Ça, c'est quelque chose, en tout cas, sur laquelle il faut trouver des solutions appropriées. Nous trouvons que le BRT fait partie, en tout cas, des projets les plus structurants de l'État sortant, de l'État du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes en train de tout faire pour développer cela, mais aussi pour trouver d'autres solutions alternatives, à savoir le développement du secteur ferroviaire. Nous y travaillons d'arrache-pied, mais surtout de mettre en place et en marche les territoires du développement, les pôles de développement économique. Parce que c'est bon d'avoir ces projets, mais ça ne réglera pas définitivement le problème à Dakar. Parce qu'il y a Dakar et il y a le reste du Sénégal. Donc nous allons travailler à développer ces pôles-là dont nous parlons, les 8 pôles, y mettre toutes les commodités, en tout cas les activités économiques, sociales, administratives, de sorte que les Sénégalais vont retourner chez eux, la plupart en tout cas qui sont là dans la précarité, dans la promiscuité, entre autres. Comme ça, Dakar sera libéré, Dakar va respirer et nous allons faire à partir de ce moment des projets, je dirais même futuristes, en tout cas avoir une ville de Dakar très smart, très intelligente, comme dans les autres pays du monde. Et ça, nous ne pouvons pas le faire sans pour autant développer le reste du Sénégal. C'est pourquoi dans notre projet, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko et tout le gouvernement sont en train de travailler d'arrache-pied pour faire d'une réalité ces pôles de développement économique. Bus rapide transit a été officiellement lancé ce mercredi 15 mai 2024. Au grand bonheur de la plupart des Sénégalais, selon les personnes rencontrées à la sortie des bus, c'est rapide, confortable et sécurisant. Reportage Mansour Diassé. Le Sénégal a mis en service mercredi à Dakar et dans sa banlieue un réseau de bus 100% électriques censé transformer la mobilité dans la métropole congestionnée au grand bonheur de la plupart des Sénégalais. Selon ce travailleur qui a laissé sa voiture au profit du BRT, les bus sont plus rapides et plus confortables. Aujourd'hui, j'ai laissé mon véhicule à la maison pour prendre le BRT. J'ai constaté aujourd'hui que j'ai fait que 20 minutes par rapport au temps que je faisais. Je faisais 1 heure à 30 minutes pour arriver à Anville. Aujourd'hui, je suis là à Petersen à l'espace de 20 minutes. Donc je félicite l'accueil qui a été réservé au niveau du BRT, au niveau des quais. Et je lance un appel à tous les Sénégalais de préserver ce bijou.
Ce cinquantenaire estime que le trajet du BRT doit être le plus rapidement possible élargi dans d'autres zones non encore desservies dans la lointaine banlieue parce que c'est confortable, sécurisé et surtout rapide. C'est la première fois que je prends le BRT, raison pour laquelle je l'ai pris pour essayage. Mais il y a quelque chose qui me fait un peu mal parce que nous qui habitons à la banlieue, moi j'habite à Malika Plage, nous ne bénéficions pas du BRT ni du TER. Raison pour laquelle, à chaque fois que je quitte chez moi pour aller en ville, pour prendre le TER, je prends le Tata. Pour ces personnes âgées, le contrôle des tickets dès l'entrée du bus serait la meilleure option au lieu de contrôler à la sortie. Les bus, dañuy taxaw ci bon endroit, doo soxla jéggi, doo soxla jéggi, doo soxla def da ngay ñëw rek dugg. Sur ce plan-là, c'est formidable. Pour rappel, les travaux du BRT ont été lancés en 2020 sous l'ancien président Macky Sall. Ce dernier l'a inauguré en janvier, mais a quitté la présidence avant la mise en service commercial. Restons dans le même sillage. La mise en service effective du BRT à coup sûr va permettre d'améliorer la mobilité urbaine, sauf que certains citoyens notent quelques désagréments sur la fluidité du trafic dans certaines zones desservies de BRT, une situation compréhensible selon Moustapha Gueye, expert en sécurité routière. Tout début peut avoir des impairs. Selon lui, à la longue, les dysfonctionnements vont s'estomper. Il est au micro de Ndella Ndiaye. C'est une bonne chose parce que le transport de masse est à la mode maintenant dans tous les pays qui se veulent être des pays dignes de ce nom en termes de gestion de mobilité urbaine. Le transport de masse, c'est un transport qui vise à rassembler le maximum d'usagers pour les transporter dans un seul véhicule. C'est-à-dire on est 50 usagers, nous avons tous nos véhicules, nous allons les garer pour monter dans un seul bus. Dans un premier temps, il y a un gain économique parce que moi, quand je gare ma voiture, je ne consomme plus de carburant. Là où je devais consommer 5 000 francs de carburant, avec 500 francs, un ticket de 500 francs, je peux faire le même trajet. Il y a aussi un gain de temps parce que le BRT circule sur ce qu'on appelle un site propre. Il a sa propre voie de circulation qu'il ne partage pas avec aucun autre usager. Donc il y a un gain de temps. Le trajet que je devais faire en 2 heures de temps, avec le BRT, je le fais en 45 minutes ou maximum 1 heure de temps. Évidemment, parce que les tracés où passe le BRT, il y avait des bus AFTU qui passaient par là-bas. Et ces bus seront obligés d'être redéployés ailleurs. Donc il y aura des lignes de perdus. Par conséquent, il y aura une baisse d'activité de ces opérateurs économiques qui assuraient néanmoins un service public, même s'ils sont du privé. Donc je pense que l'État va réfléchir dans ce sens-là, à voir comment ils vont réorienter ces bus-là qui exploitent dans la même ligne que le BRT, de les réorienter dans d'autres lignes. Le transport n'est pas saturé à Dakar, hein. Il est juste mal organisé parce que le matin, vous voyez que tous les types de transports sont pleins. Dakar, Demdik, Ndiaga Ndiaye, AFTU, Car Rapide, même les Jakarta prennent. Et dans les arrêts, vous voyez que la population est là en train d'attendre. Donc le transport est loin d'être saturé. Il suffit juste d'une bonne organisation, de voir les axes où il faut équiper en ligne, de les équiper, et les axes où il y a de la saturation, de diminuer ces lignes, de faire un bon dispatching au niveau du maillage territorial de Dakar, et dans les régions aussi, de penser investir aussi dans le transport urbain dans les autres régions. Dakar est devenu un mégalopole avec véritablement une surpopulation. Donc pour pouvoir décongestionner aussi, il faudra équiper les régions au même titre que la capitale Dakar. Parlons foncier. Le nouveau gouvernement a annoncé mardi 14 mai la suspension pour 2 mois de toutes les constructions sur le littoral de Dakar et sa région, confirmant une mesure saluée par les défenseurs de l'environnement devant la bétonisation de la côte. Et puis le gouvernement a décidé aussi la création d'une commission chargée de vérifier la légalité des titres délivrés pour les occupations anciennes et nouvelles du domaine public maritime, précise un communiqué du cabinet du Premier ministre Ousmane Sonko. Pour rappel, la privatisation du littoral avec les constructions sur la corniche a toujours été dénoncée par les citoyens. En 2020, les travaux de construction d'immeubles au pied du phare des Mamelles avaient soulevé l'ire de plus d'un, y compris les riverains et les défenseurs du littoral. Le promoteur qui brandissait un titre de bail du 9 avril 2020 avait été stoppé par la révolte du collectif
touche pas aux terres du phare des Mamelles qui s'était érigé en bouclier contre la dégradation de ce site historique. Et puis préparation de la Tabaski pour les préparatifs de cette belle fête musulmane. Le Premier ministre a pris des mesures lors du conseil interministériel du 14 mai à Diamniadio. Il demande à ce que le marché soit suffisamment approvisionné en moutons et en denrées de grande consommation. Il a par ailleurs demandé de veiller au respect strict de la tarification consensuelle pour le convoyage des animaux afin d'éviter la surenchère souvent observée lors des fêtes. Amsatou Gano pour plus de détails. Une batterie de mesures sont prises ce 14 mai lors du conseil interministériel présidé par le PM Ousmane Sonko à Diamniadio concernant les préparatifs de la fête de Tabaski, notamment l'approvisionnement suffisant du marché en moutons et denrées alimentaires à des prix raisonnables pour les besoins de la célébration de la fête. Le Premier ministre a demandé au ministre des Transports de veiller au respect de la tarification consensuelle pour le convoyage des animaux afin d'éviter la surenchère souvent observée lors de la fête. Il a par ailleurs invité les gouverneurs à mettre un accent particulier sur l'identification, l'aménagement et la sécurisation des points de vente avec les commodités requises. Parmi ces mesures figurent celles relatives à l'exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski à l'entrée du Sénégal le long des accès routiers au niveau des zones d'attente et des points de vente. Il compte sur le ministre des Finances et du Budget en relation avec ses collègues de l'Intérieur et de la Sécurité publique et de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires dans l'accomplissement de cette mission. Il a en outre invité le ministre de l'Élevage en relation avec le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères à échanger avec les autorités mauritaniennes et maliennes pour faciliter l'importation de moutons. Il a également demandé l'approvisionnement correct du marché en denrées de grande consommation telles que l'huile, l'oignon et pommes de terre. Si ces mesures sont appliquées, les Sénégalais passeront certainement une fête de Tabaski sans un casse-tête majeur. Amsatou Gano, lundi dernier, la Cour des comptes a publié un rapport dans lequel l'ancien maire de Tambacounda avait été épinglé pour avoir acheté 8 tonnes de riz pour 81 personnes en raison de 15 kg par personne et par jour lors d'un atelier de formation. Une affaire qui a plongé Mambalolo dans tous ses états. Il a tenu un point de presse pour apporter des éclaircissements. Il déclare que c'est l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports de l'époque qui avait tenu cette formation pour les jeunes. Ce dernier s'était présenté avec son fournisseur et des factures. Le maire n'a fait que signer pour permettre le décaissement de ces fonds de dotation alloués par l'État du Sénégal pour le secteur de la jeunesse. S'il y a un coupable, c'est bien le chef du service départemental de la jeunesse d'alors et son fournisseur, nous fait savoir Mambalolo au micro d'Amadou Diallo. Chaque année, l'État du Sénégal appuie, n'est-ce pas, les services déconcentrés par des fonds de dotation qui passent par les communes. Ces services, on peut citer, je pense que c'est 9 domaines de compétences. Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a la culture, la jeunesse et sport. Donc c'est dans ce cadre que le responsable a été notifié de leur montant alloué. Donc je pense que le montant doit faire après 6 millions. Ce dernier nous a fait part de vouloir faire une formation. Donc au niveau du CEDEPS formé. Parlons d'épigmentation artificielle dans sa mission de participer efficacement à l'éducation des jeunes filles. Le regroupement des anciennes pensionnaires du lycée John Fitzgerald Kennedy, qui se réclame d'ailleurs toujours kennedienne, a tenu à sensibiliser les jeunes filles inscrites au dit lycée sur les inconvénients de la dépigmentation artificielle. C'était lors d'une conférence de presse organisée ce mercredi 15 mai. Écoutons à ce propos le docteur Monique James, présidente de l'association au micro d'Aïssa Touba. Notre association est un regroupement d'anciennes élèves du lycée Kennedy et dans nos objectifs principaux,
c'est le mieux-être des élèves et leur réussite scolaire. Donc aujourd'hui, nous voyons que la dépigmentation artificielle est en train de faire de gros dégâts dans notre pays, chez les adultes. Et nous avons pensé qu'il fallait informer et sensibiliser les élèves, les jeunes filles donc en âge scolaire, sur les méfaits, les inconvénients de la dépigmentation artificielle. Mais aujourd'hui, nous avons invité le professeur Fatima Tali, experte en dermatologie et qui connaît bien ces problèmes de dépigmentation, pour parler aux enfants, aux jeunes filles, des conséquences vitales qu'elles avaient si elles commençaient à se dépigmenter la peau. Je vous l'annonçais également en titre, 76e anniversaire de la Nakba. Le comité palestinien au Sénégal a convié ce mercredi la presse à l'occasion de la 76e anniversaire de la Nakba, qui est l'occupation de la Palestine, une occasion pour l'organisation de revenir sur la situation qui prévaut en Palestine et de s'indigner face aux dérives actuelles de l'État hébreu sur la Palestine. Des acteurs de la société civile et d'autres personnalités qui luttent pour la paix en terre palestinienne ont assisté à cette conférence de presse au compte rendu d'Abdoulaye Dieye Serigno. La question palestinienne a trois dimensions. La dimension purement arabe, la dimension islamique et une troisième et dernière dimension, la dimension humaine. Là où nous en sommes actuellement, c'est cette dimension-là qui se pose. C'est une conscience humaine qui est interpellée. Il n'y a pas actuellement dans ce monde des hommes libres qui ne se sentent pas gênés, sentent la honte par rapport à ce qui se passe en Palestine. On ne parle pas des 700 000 Palestiniens chassés de chez eux. On ne parle pas des 7 000 prisonniers palestiniens qui croupissent dans les geôles israéliens dans des conditions extrêmement pénibles. On ne parle pas de plus de 7 décennies d'occupation, de tuerie, d'oppression du peuple palestinien. Je ne pense pas que ce moment-là, ça doit être le moment des discours, mais c'est plutôt ce que disait mon frère Sidi Gassama et ceux qui l'ont précédé, c'est-à-dire la mobilisation populaire. Comment peut-on mobiliser la population au point que ces mobilisations aient un impact sur nos gouvernements? Mais il ne fait pas lui seul ce qu'il veut. Il a l'autorisation de tuer. Parce que quand on donne à quelqu'un des milliards et des armes, on lui donne l'autorisation de tuer. C'est ce que Biden a fait vis-à-vis de Netanyahou en Israël. Avec la complicité des pays européens qui avaient permis l'Holocauste juif. C'est eux qui étaient complices de l'Holocauste juif. De la même façon, ils sont complices aujourd'hui, les Européens, complices aujourd'hui du génocide palestinien. On doit passer aussi, nous, militants de l'indignation, comme nous l'ont dit tout à l'heure, vraiment s'organiser, comme l'a dit Sidi Gassama, vraiment faire quelque chose d'important. Chaque 2 minutes, il y a un enfant palestinien qui est tué ou qui est blessé, donc qui reste handicapé le restant de sa vie. Il y a plus de 35 000 qui sont tués. Donc c'est un massacre, c'est un génocide palestinien auquel on assiste, qui est même pire que l'Holocauste juif. Je pense que le président Diomaye peut aller plus loin. La Turquie a gelé ses relations économiques avec Israël. Actualité internationale pour clore ce 20h, le 77e Festival de Cannes ouvert mardi 14 mai en France. Au cours de cette édition, le comédien politique franco-sénégalais Omar Sy, membre du jury, a évoqué sa carrière de producteur, notamment au sein de sa structure Carousel Studio, dans laquelle il compte produire des histoires africaines. Le comédien qui s'estime content lorsqu'il voit des films africains arriver à Cannes affirme par ailleurs que cette envie de produire des histoires africaine est organique et naturelle.
Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce 20h. Nous remercions l'équipe technique ainsi que toute la rédaction de GTV. Merci de nous rester fidèles et bonne suite des programmes sur GTV.